à toutes et hello à tous. Bienvenue dans Équidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Équidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écuries, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Équidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Ça y est, me revoilà. Après une petite pause ces derniers mois pour composer avec les nombreux projets pro et perso qui ont marqué ce début 2021, je suis très heureuse de reprendre cette saison 1 avec un épisode consacré à ma discipline favorite, le hunter. Est-ce que vous connaissez le hunter ? Cette discipline importée des États-Unis dans les années 90 connaît un joli développement depuis quelques années en France. Et moi, je l'ai découverte quand j'étais adolescente, puis j'y suis revenue depuis que je suis enseignante, car j'ai trouvé dans le hunter toutes les valeurs et toutes les bases pédagogiques qui correspondaient à ma façon, ma volonté d'enseigner. Le hunter, c'est effectivement une discipline fédérale avec son propre circuit de compétition, mais c'est aussi et surtout un super outil pédagogique qui, à mes yeux, devrait être la base du travail à l'obstacle pour tous les chevaux et tous les cavaliers, quelle que soit la discipline pratiquée. Ça tombe bien, c'est aussi la vision de Stéphanie Dano, une formidable enseignante et formatrice que j'ai eu le plaisir de rencontrer quand j'ai passé ma formation BFE Hunter l'an dernier, justement. Et dans cet épisode, Stéphanie va nous expliquer pourquoi et comment elle en est venue au Hunter, en quoi consiste cette discipline encore peu connue, et ce qui en fait pour elle un outil pédagogique à la fois polyvalent et inépuisable, permettant de former des cavaliers rigoureux et des chevaux bien dans leurs sabots. Alors plus qu'une discipline, vous allez comprendre que le hunter, c'est surtout une façon d'envisager le travail du cheval et du cavalier à l'obstacle, que l'on soit orienté dressage, complet, loisir ou CSO. C'est avant tout une façon de travailler dans le sens du cheval et de la belle équitation, qui sert de préparation et de complément à toute autre discipline que l'on souhaite pratiquer en compétition ou non. Je vous souhaite donc une très belle écoute en compagnie de Stéphanie. Bonjour Stéphanie, et merci Bonjour beaucoup Aude. d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup, merci à toi. Je suis d'autant plus ravie qu'on va parler d'un sujet qui nous passionne toutes les deux et qui nous a réunis. C'est le hunter, que je n'avais pas encore eu le plaisir d'aborder dans le podcast. Avant de commencer à parler vraiment de hunter, je voulais que tu nous expliques un petit peu comment toi tu en étais venue à te rapprocher des chevaux et à intégrer le monde du cheval en fait déjà à la base. Eh bien, moi j'ai commencé assez jeune, surtout par l'intermédiaire de mon papa. Enfin, c'est une histoire familiale parce que il a eu une jument, voilà, qui sortait des courses, enfin une réformée de course, tout à fait une histoire un petit peu classique de sa passion. Et puis de cette passion, en fait, il me l'a vraiment transmise. Donc moi j'ai commencé assez jeune, j'avais à peu près 5 ans. Un petit peu en club et puis après rapidement avec lui à ses côtés en tout cas. Voilà, donc cette jument elle nous a permis d'évoluer sur les concours, d'évoluer jusqu'à des belles épreuves qui faisaient 1m30, 1m35 jusqu'en junior. Voilà, et puis après ça a été une jument qui était une pure sang réformée de course, donc c'était pas elle qui m'a permis en tout cas de découvrir la discipline, mais en tout cas d'amener complètement ma passion et puis d'aller vers la compétition. Et par contre, après, suite à cette jument, il a acheté deux juments de 4 ans. Et donc c'est vraiment par cet intermédiaire que j'ai découvert le hunter, parce qu'elles avaient un petit peu les caractéristiques qu'on attend, c'est-à-dire une belle régularité, elles étaient plutôt bien stylées, enfin voilà, un petit peu les caractéristiques qu'on attend de la discipline. Et il y a une de ces deux juments qu'on a vendue aux États-Unis par l'intermédiaire de Julie Ulrich, suite au championnat de France au Touquet. Et puis, et du coup, par cette vente, en fait, j'ai pu vraiment m'immerger 3 mois aux États-Unis, puisque je suis partie aux États-Unis. Et là, quand je suis revenue, bon, ça a été vraiment, c'était vraiment la discipline que
je À voulais laquelle tu mettre, t'es consacrée. voilà, à laquelle je me suis consacrée. Il y avait le CSO, mais vraiment le Hunter a été au, au cœur des compétitions et au cœur de tout ce que je faisais. Voilà. D'accord. Et à quel moment, donc histoire familiale, et à quel moment tu décides d'en faire ton métier en fait? T'étais jeune ou c'est venu plus tard? Bah, à l'adolescence, bon voilà, je faisais pas mal de compétitions. Et puis après un bac D, j'ai voulu dans un premier temps m'orienter plutôt sur le professorat de sport. Et D'accord. puis en fait, du professorat de sport, bah, je suis partie sur un brevet d'état d'éducateur sportif équitation que j'ai passé à Paris, au Haras de Seine-Port avec Michel Hérault. C'était une Ok. très belle expérience, très bon formateur. Et puis après, rapidement, une fois mon BE passé, j'ai été prendre un petit peu d'expérience chez Daniel Biancamaria, donc dans le 95, quelques D'accord. mois. Et puis ensuite, bah, toujours par l'intermédiaire de mon papa, on a créé, ça s'appelait l'écurie Acti-Horse, donc qui était une écurie à la fois de propriétaire et une petite partie club. Donc ça a été une première grosse expérience professionnelle. Hmm. Et puis ensuite, donc il y a eu cette vente de cette jument aux États-Unis. Donc je suis partie un petit peu aux États-Unis. Et quand je suis revenue, l'entreprise familiale s'est arrêtée. Et puis là, je suis partie 4 ans au Haras du Reverdy, chez Éric Leclerc. D'accord. Euh, voilà, donc ça a été une première grande partie, je veux dire, entre mes 20 et 30 ans. Ouais. Et ton papa, il était dans le métier en tant que professionnel ou il Pas était du tout, amateur pas du tout. Il était dans le bâtiment, dans l'architecture plutôt. Donc rien à voir. C'est vraiment parti de l'amour des chevaux. Il a Ouais. acheté une jument et puis cette jument, hop, ça a déclenché d'autres achats et une passion commune. Voilà. Ok. Et donc à l'époque, donc vous achetez cette jument et qu'est-ce qui fait que vous vous dites, tiens, on va la mettre au hunter parce qu'elle était un peu, tu disais, faite pour la discipline, mais est-ce que c'était déjà développé à l'époque? Est-ce que vous connaissiez un petit peu le circuit? Comment vous en êtes venu à cette discipline-là? Alors comment au tout départ non, on a fait, enfin j'ai plutôt orienté vers des cycles libres classiques en Hmm. CSO. Ouais. Et puis c'est vrai que la discipline, alors moi j'ai le souvenir, c'était dans les années 97, 98, 2000. Donc là il y a eu les premiers championnats de France au Touquet. Euh, c'est là où j'ai connu Bruno Le Chevalier, Anne Duhem, Laurent Vernet, Philippe Juvin, enfin, qui étaient à l'époque Les grandes figures. voilà, les grandes figures. Et puis, mais j'étais toute novice dans la discipline. Alors, Hmm. comment je l'ai connue Ça s'est fait. voilà, ça s'est fait Ouais. naturellement. Et puis, les deux juments étaient un petit peu voilà, orientés pour la discipline, on va dire, dans leur façon de faire. D'accord. Et donc, tu en as vendu une aux États-Unis. Et alors, en Tout à partant aux fait. États-Unis, j'imagine que là, tu as découvert vraiment la discipline bien plus développée que ce qu'on avait en France à l'époque. Voilà, tout à fait. Je suis partie chez. Enfin, ça a été une opportunité. C'est Julie Ulrich qui avait trouvé cet endroit. C'était chez Mindy Darst, donc dans l'Ohio. Donc là, j'ai vraiment été immergée voilà, dans une belle écurie, un bel endroit. Moi, je travaillais les chevaux. Je suis sortie un petit peu en compétition là-bas, mais j'ai vraiment découvert ce qu'était le travail du cheval de hunter et vraiment la discipline comme on l'aime. Parce que du coup, le hunter, il faut quand même dire que ça vient à la base des États-Unis. C'est quand même originaire de là-bas. Et quand tu es parti en France, c'était encore un peu confidentiel, non? J'imagine la discipline du hunter. Confidentielle, je dirais non, mais enfin beaucoup moins développée que ce qu'elle ne l'est à présent. J'étais pas, j'étais encore sur Nantes, donc dans la région ouest et notamment Poitou-Charentes. Ça D'accord. commençait à se développer, mais pas du tout l'essor que la discipline a actuellement. Ouais. Et aux États-Unis, alors quand tu arrives, bah justement, là-bas, comment c'est? Est-ce que c'est très répandu? Qu'est-ce que, voilà, comment ça se développe en fait? Alors, oui, c'est très répandu. Moi, j'ai vraiment été
dans l'écurie, donc en fait les concours ne sont pas organisés de la même façon qu'en France. On part pour 8 jours, 10 jours, 15 jours au même endroit. Ah oui, Euh, donc le système est différent. Je dirais que le travail des chevaux, je le trouve aussi un petit peu différent. Il y a on va dire une grosse partie enfin une très grande partie de dressage, de longe avant que les chevaux euh, enfin avant la compétition de l'après-midi. d'accord. Voilà, après en France, on peut retrouver des fonctionnements similaires, hein, mais Donc du coup, tu pars pendant 3 mois là-bas pour travailler au sein de l'écurie. mhm. Et qu'est-ce que tu y fais exactement alors? Alors les journées étaient rythmées, moi, je dirais de façon un petit peu toujours de la même façon. Donc le matin, on avait tout un travail de dressage avec les chevaux. Et puis après, beaucoup de petits exercices voilà, pour mettre les chevaux sur les barres, sur des petits dispositifs. Mais c'était vraiment... et les propriétaires viennent extrêmement rarement, enfin, en tout cas dans l'écurie dans laquelle D'accord, j'étais. C'est-à-dire que les chevaux doivent vraiment être, comme on dit, au bouton quand les propriétaires arrivent. Hein, ils veulent d'accord. les avoir un petit peu clés en main. Voilà. C'était une écurie spécialisée hunter et écurie de propriétaires exclusivement ou ils faisaient un petit Alors à peu l'époque aussi où j'y étais, ils faisaient quand même un petit peu de CSO, mais vraiment beaucoup, beaucoup hunter. D'accord, ok. Mm. Et donc c'est à l'issue de cette expérience que tu rentres en France et que là tu t'immerges vraiment davantage dans la discipline en France du coup. Oui et non, parce que j'ai quand même, enfin en parallèle de ça, j'ai changé un tout petit peu. Quand je suis rentrée en France, je montais un petit peu moins parce que j'ai eu une expérience qui a continué pendant des années et qui continue encore. Je suis partie plutôt dans la formation, formation D'accord. professionnelle, formation des BPGEPS. Et puis du coup, là, j'ai eu un petit peu moins le temps de monter. Mais différemment. Donc j'avais toujours un ou deux chevaux au travail, mais à travers du coaching et de la formation, je restais immergée dans la discipline. D'accord. C'est ce qui t'avait poussé à devenir enseignante, le fait d'aller former d'autres enseignants? Parce que tu es Pas passionnée de du tout. pédagogie. Oui, mais pas du tout. Ça a été, ça a été une drôle de rencontre avec Arnaud Evin, en fait, enfin le papa d'Arnaud Evin, qui lui avait des chevaux de course, et j'ai été faire une petite expérience dans les chevaux de course. Ah Et oui, cette expérience m'a amenée à travailler à l'école des courses, donc à la FASEC à Chantilly, plus précisément à Gouvieux, donc à former, mais dans le métier des courses. ah Et oui. puis en fait, après, je suis partie du côté de Fontainebleau, et là, je suis rentrée dans la formation, mais dans la formation des BPGEPS. Donc en fait, voilà, ça a été une D'accord. situation un petit peu qui en a emmené une autre. Et, et là, je me suis vraiment mise dans la formation des enseignants. Voilà. D'accord. C'est via les opportunités ouais, que souvent ça se fait. Ouais. Et donc tu rentres dans la formation et là tu te mets à utiliser le Hunter comme un outil en fait pédagogique auprès des élèves que tu formes. Bah pour moi, oui, ça a toujours été. Enfin, je pense que c'est ma pédagogie. Je dirais que j'arrive pas à enseigner autrement parce que ça passe par le respect du cheval, le respect du cavalier, voilà, c'est tout ce que j'aime, donc je ne peux pas faire autrement. Enfin, Oui, je ne sais finalement même pas si on c'est peut pas juste dire une qu'on... discipline, c'est une façon d'enseigner, Non. c'est une approche globale en fait. Voilà, tout à fait, exactement. Et est-ce que donc on peut revenir sur les grands principes justement de la discipline parce que bon, ça reste une discipline fédérale, mais Mhm. quels sont les grands principes en fait du Hunter et que on retrouve du coup dans ta pédagogie pour ceux qui connaîtraient pas. Bah, dans le Hunter, l'idée c'est d'enchaîner un parcours d'obstacles avant tout, mais avec quand même la plus grande harmonie possible, on va dire, Mm. avec deux grands types de Hunter, qui est le Hunter équitation et le Hunter style. Euh, Dans le Hunter équitation, on va être sur l'attitude, le fonctionnement, l'emploi des aides, la discrétion dans l'emploi des aides, Mhm. pour répondre aux difficultés techniques là, du parcours.
Donc tout ce qui va être réactivité, rigueur, justesse, efficacité dans la discrétion. Et puis dans le hunter style, là on va être sur tout autre chose, c'est-à-dire juger du modèle du cheval, de son comportement, de sa locomotion et de son style à l'obstacle. Donc ça c'est vraiment les grands principes sur les deux grandes disciplines au cœur du hunter. Le style, du coup, si on caricature un petit peu, le style juge vraiment le cheval, alors que sur l'équitation, on va juger le couple, mais avec une Voilà, grosse partie juge appréciation du cavalier aussi. voilà, tout à fait. Avec des grilles de notation pour l'un ou pour l'autre, qui vont être différents, des critères différents, puisqu'il y a une grille de notation qui va être sur 100 pour le hunter équitation et sur 20 pour le hunter style, avec, Mhm. voilà, avec une grille bien précise, des critères bien précis. Et du coup, toi, dans ta pédagogie, tu te bases plus sur les critères liés au hunter équitation, qui vont juger aussi le cavalier, que Mm. le hunter style, qui est plus concentré sur le cheval. Oui, tout à fait. Bah, dans mes cours et puis dans ma façon de procéder, je suis beaucoup sur le hunter équitation, sachant que pour moi, le fonctionnement du cavalier va forcément influencer après sur le fonctionnement du cheval. Mm. Euh, Après, quand il y a des chevaux qui font des épreuves de style, bon, on a des petits exercices particuliers, on va les orienter pour essayer de les améliorer encore. Mais de toute façon, comme ça passe aussi à travers la justesse du cavalier, on est beaucoup, beaucoup sur le cavalier, effectivement. Puis après, dans mes cours collectifs ou dans mon enseignement, je suis vraiment sur le cavalier. Parce que je considère qu'un cavalier voilà, en place, qui fonctionne correctement, va de toute façon influencer sur le fonctionnement du cheval. Mm. Après, ce qu'on dit entre une des différences entre équitation et style, c'est que on dit aussi qu'en équitation, n'importe quel cheval, finalement, peut très bien enchaîner, avoir des très bonnes notes en hunter équitation, alors qu'en style, on va vraiment sélectionner des chevaux qui sont déjà un peu prédisposés. Dans quelle mesure tu penses que le travail peut améliorer un cheval pour le style, ou est-ce qu'il faut déjà qu'il soit qu'il ait ses qualités de base à l'origine? Alors, des qualités de base, oui, certainement. Par contre, je pense qu'on peut quand même l'améliorer à travers essayer d'améliorer déjà toute la partie relâchement du cheval. Donc Mm. ça, on peut le travailler. Après, le style à proprement parler, il y a des choses, je pense, qu'on peut améliorer, mais difficilement transformer. Euh, Mm. voilà, donc il y a quand même des chevaux qui sont orientés, hein, pour les épreuves de style. Euh, et puis après, je trouve que ces épreuves de style, elles servent aussi pour former les chevaux. Et même s'ils ne sont pas Oui. complètement orientés pour la discipline, enfin en tout cas pour gagner, ça peut complètement les améliorer. Voilà. Enfin, Ouais. je l'utilise de cette façon-là. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus concrètement, justement, comment tu organises tes séances, comment tu fais travailler chevaux et cavaliers dans une séance dans cet esprit hunter? Dans la progression au sein de mes séances, donc je suis dans un premier temps sur voilà, les petites rectifications d'attitude s'il y a à faire. Donc beaucoup sur l'attitude du cavalier, son fonctionnement, travailler sur la locomotion du cheval, essayer d'avoir une locomotion juste. On parle de cadence beaucoup hunter, donc d'avoir vraiment cette Mm. régularité dans le relâchement, sans perdre la tonicité. On essaye d'avoir le relâchement, d'adapter la bonne tonicité. Donc ça, c'est à travers beaucoup d'exercices de barre au sol et de répétition, de répétition, de répétition d'exercices. Et puis, je travaille ensuite beaucoup aussi sur le tracé, la qualité du tracé, ou des situations de barre au sol, enfin des petites barres type directionnelles. J'utilise pas mal de matériel, de repères, pour vraiment aider le cavalier dans un premier temps. Et puis ensuite, je gymnastique beaucoup sur des petits dispositifs, pas haut, mais enfin pareil, d'avoir en permanence un petit peu des points de repère. Et je dirais que on va dire l'enchaînement n'est que l'aboutissement de cette succession de dispositifs.
Et on enchaîne assez rarement, on répète beaucoup les gammes avant d'enchaîner. À travers ces différents exercices qu'on peut proposer, enfin, que je propose, c'est de vérifier, on va dire en permanence, et le contrôle longitudinal et le contrôle latéral. Mhm. Voilà, donc fonctionnement du cavalier, contrôle longitudinal, contrôle latéral. Tous les exercices sont autour de ces trois objectifs-là. C'est quand même beaucoup de, tu le disais, de répétition, donc de mécanisation Mm. en fait au Ouais, final. ouais, Et comme tu disais, après quand on va enchaîner, ce n'est qu'un aboutissement de tout le travail qui a été effectué sur des petits morceaux, on va dire, de dispositifs auparavant, voilà. quoi. Ouais. Après, il y a quelques quand on est vraiment dans la compétition et que le hunter est une discipline, une fois qu'on veut vraiment faire de la compétition, Mhm. après il y a quelques obstacles un petit peu plus spécifiques qu'on a besoin de travailler, Mhm. comme voilà, la pointe, l'araignée, enfin des choses un petit peu plus... mais après, tout ce qui va être saut de biais, saut décalé, transition, pour moi, c'est des exercices qu'on fait au quotidien, que je fais dans mes cours avec des gens qui sont pas forcément qui font pas forcément de la compétition hunter, qui peuvent très bien faire du CSO ou du complet, mais à travers ces exercices, de toute façon, on travaille tout ce qu'on a besoin pour être compétitif, quelle que soit la discipline. Oui, c'est ce qui fait que c'est un support pédagogique génial parce qu'en fait, même si effectivement tu concours pas spécialement en Hunter, travailler sur les dispositifs de Hunter te fait travailler toutes les bases pour aller enchaîner un parcours, voire même juste sauter correctement quoi, à la base. Voilà, exactement. Oui, j'ai pas mal de gens qui viennent en stage à la journée et qui ne font pas forcément de hunter en compétition, qui sont plutôt sur du CSO, du complet. J'ai même, bon, ça ils viennent pas en stage, mais des clients qui font du dressage, mais qui veulent voilà, des petites séances sur D'accord. des barres au sol, pour aussi varier un petit peu le travail de leurs chevaux, sans rentrer dans les difficultés techniques d'une reprise de dressage, mais à travers des exercices un petit peu plus variés sur des dispositifs de barre au sol. Eh bien, et puis petit à petit, il y en a que ça amène même un petit peu à découvrir la discipline et à sauter un petit peu. D'accord. Et puis il y a un côté peut-être sécurisant pour les gens qui font pas forcément de la compétition à l'obstacle, mais qui veulent travailler parce qu'on n'est pas forcément sur la hauteur, mais vraiment sur ce qu'on disait, travailler la cadence, le bon tracé, le bon galop. J'ai l'impression que ça sécurise un petit peu certains cavaliers qui pourraient avoir des appréhensions sur peut-être du CSO un petit peu plus rapide, etc. Effectivement, ça sécurise d'autant que, euh, comme on est dans la recherche du contrôle à droite, à gauche, devant, derrière, enfin, d'avoir ce contrôle ce contrôle du galop, de la cadence, à travers tous ces exercices, comme les cavaliers sentent qu'ils ont contrôle, et ben effectivement, et puis je pense qu'ils sont moins à penser à sauter, mais plus à construire avant, Mm. construire après, et à monter ça plus comme comme justement comme une reprise de dressage, en anticipant, en pensant à ce qu'on doit faire avant et après, Mm. et moins à enchaîner du 1 au 10 le plus rapidement possible. Oui, c'est vrai que ça concentre. Alors, ce que je remarque, moi, chez mes cavaliers, c'est que ça demande beaucoup de concentration. Donc, souvent, au début, ils sont un petit peu perdus sur tout ce qu'il y a à faire. Mais au moins, ça a le mérite de nous concentrer effectivement sur autre chose que juste aller sauter. Euh, et peut-être, entre guillemets, oublier un petit peu qu'il y a un obstacle à sauter, mais vraiment travailler la qualité du galop avant, la qualité de mon tracé avant. Et ce qui en découle, c'est un bon saut, finalement. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on a des gens qui sont pas forcément euh, qui, ou qui ne connaissent pas forcément la discipline, mais qui adorent. En plus, comme il y a une boîte à outils qui est quand même juste Mm. inépuisable, eh ben Mm. on a la sensation je trouve, de proposer une multitude de situations, et les gens ne répètent pratiquement jamais le même exercice. Donc, il y Mm. a un côté à garder la motivation à travers un panel d'exercices très riche.
Ouais, tout à fait. Et après, donc, dans ce que tu disais, ceux qui souhaitent aller vers la compétition de Hunter, là, il y a de quoi faire aussi parce qu'on a une variété de difficultés sur les parcours qui est assez grande et une variété aussi de profils d'obstacles. Donc, tu parlais par exemple de l'araignée, des choses comme ça, Mhm. qui fait aussi travailler la franchise des chevaux. Ça, c'est des choses que tu travailles aussi dans les cours, de leur faire découvrir un maximum de profils différents. Bah, j'essaye parce qu'à travers ces profils différents, je trouve entre le cheval et le cavalier, et notamment pour les chevaux, ça amène de la confiance. Mm. Plus on va leur montrer une grande variété de dispositifs, de profils, euh, plus la confiance va s'installer. Donc oui, je le travaille. En tant que support pédagogique, encore une fois. C'est pas travailler le profil pour travailler le profil, mais c'est travailler le profil parce que ça amène une difficulté, soit en contrôle longitudinal, en contrôle latéral. Voilà. Pour moi, chaque profil a une spécificité dans les apprentissages. Comment tu articules donc cette pédagogie et puis la progression Hunter avec le travail plus pour du CSO? Pour toi, est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que le Hunter est un préalable au CSO? Comment tu vois les choses? Alors, je trouve que le Hunter est vraiment un préalable au CSO. Et puis, je fais travailler des gens en CSO. Je ne change pas beaucoup mes séances sur des Ouais. gens qui font du CSO ou des personnes qui font du Hunter. Euh, pour moi, il n'y a pas. Je différencie pas mes séances. Les bases sont les mêmes finalement. Tout à fait, voilà. Puisqu'on apprend aussi à tourner plus serré, devant, derrière, sauter de biais. Euh, donc, je suis vraiment dans la même pédagogie, que ce soit des cavaliers de CSO ou des cavaliers de Hunter. Hmm. Donc il n'y a pas à les traiter comme des ennemis, comme le pensent Non. certaines personnes. C'est vraiment des outils complémentaires. Et tout à l'heure, tu parlais même de cavaliers qui font du complet, à qui l'approche Hunter sert aussi d'outil de travail finalement. Alors ça sert comme outil de travail, et puis c'est vrai quand on a des cavaliers complets qui viennent lors de stages par exemple, euh, bah, pour eux ça leur paraît presque assez facile parce qu'on rencontre quand même des chevaux qui sont Ouais. plutôt bien dressés, qui ont déjà vu un petit peu ce genre de profil sur les obstacles de cross. Donc après, la discipline du hunter pour les gens de complet est effectivement très, très complémentaire, je trouve. Hmm. Alors, puisque c'est un outil pédagogique qui peut servir finalement à se préparer autant au CSO que vraiment à la compétition dédiée Hunter, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui le Hunter, selon toi, est encore, alors peut-être pas confidentiel, mais une discipline encore un petit peu, comment on pourrait dire, à la marge, donc en tout cas, elle est moins populaire que le CSO, selon toi. Alors, je pense qu'il y a toujours cette grille de notation, les juges, qui vont certainement faire la peur un petit peu d'être jugé, la peur d'être jugé. Hmm. Donc c'est sûr que ça en freine certains. Euh, Il y a aussi certains cavaliers, je trouve, pour qui ces triggers est peut-être trop. C'est peut-être trop important. Ils préfèrent faire leur tour de CSO ou des parcours un petit peu plus. De façon un peu plus rapide. Moi, ce que j'aime vraiment de la discipline, c'est voilà, c'est ces triggers Sans se prendre la tête autant que sur le Hunter, parce que souvent c'est ce qu'on reproche au Hunter. voilà, exactement. Mais à mon avis, le frein, et puis il y a quand même aussi un autre frein, c'est le côté quand même qui prend du temps, c'est toute la partie préparation. Préparation, toilettage, Hmm. préparation de son matériel, qui pour moi, au contraire, renforce vraiment la complicité qu'on peut avoir son cheval et le respect. Alors pour certains, ça peut paraître voilà, certainement trop de temps, trop de rigueur encore une fois. Donc à mon avis, il y a ces deux aspects-là qui freinent certains. Et puis la notion de,
je dirais, de vitesse, peut-être, dans les parcours. Ils ont l'impression qu'un parcours de, de, de- de hunter, c'est plus pour ceux qui ont un peu peur de la vitesse et peur de la hauteur. Donc tout ça, je pense qu'effectivement, ça freine un petit peu. Et puis forcément, la notion de jugement, qui est toujours Hmm. pas forcément agréable à entendre quand les parcours sont un peu moins glorieux. Oui. Voilà. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut tout à fait faire les deux finalement. Soit utiliser le Hunter comme une base de travail à la maison et sortir en CSO, encore une fois, Mm. ou alterner. Il y a beaucoup de cavaliers en concours Hunter qui font aussi des concours CSO, c'est pas exclusif. Ça nourrit, Complètement. je trouve même que ça nourrit. Enfin, faire du CSO peut être bénéfique après sur des enchaînements Hunter et inversement. Mm. Ça peut débloquer des Complètement. choses. Oui. Moi, ça a été le cas à une période avec une jument. Elle alternait entre le hunter et le CSO. Et puis, c'est vrai que le hunter nous permettait on va dire de recadrer un petit peu ou de réorienter certaines choses. Euh, et Hmm. puis le week-end suivant, elle faisait du CSO. Donc, c'est tout à fait, enfin en tout cas, l'association CSO Hunter euh, est tout à fait réalisable. D'autant qu'on disait sur l'équitation, sur le Hunter équitation, quasi n'importe quel cheval peut faire du hunter équitation. Il n'y a pas de critères physiques, Oui, contrairement au style. Donc finalement, voilà, on peut. Il n'y a pas de sélection en fait par rapport à ça. complètement. Et puis dans les épreuves de hunter équitation, c'est vrai que tout ce qui est les épreuves type maniabilité, dans la rigueur sur le tracé, vont vraiment aider le cavalier de CSO aussi, euh, notamment dans les barrages. Donc tous les imposés en hunter vont vraiment être profitables après pour les parcours de CSO. Ouais. On n'a pas précisé, mais effectivement, à l'intérieur du hunter équitation, on a les épreuves maniabilité et les épreuves plutôt figure imposée. Parfois, on a des mixtes. Et la Voilà, maniabilité, c'est vraiment tout ce qui va concerner effectivement plutôt le tracé, le contrôle latéral. latéral. Et les figures imposées, ça va être plutôt des difficultés sur le plat entre les obstacles à réaliser. C'est comme Voilà, ça que tout tu ce le qui va être résumerais. plutôt contrôle longitudinal. Donc Mm. on peut trouver des contrats de foulée, des zones de transition avec des abords au trot, tout ce qui va être saut de puce. Donc effectivement, on va être plus sur le contrôle longitudinal. Et puis les épreuves de mania, on va être sur le contrôle latéral. Mm. Avec dans ces épreuves de mania, pas de zone de transition. Du coup, c'est aussi un très bon outil de formation pour les jeunes chevaux, Mhm. autant les manias que les figures imposées d'ailleurs. Est-ce que tu travailles, toi, Oui, tout les à jeunes fait, dans le chevaux dressage. de cette façon-là aussi pour les préparer? Alors oui, j'aime bien les mettre dans un premier temps plutôt sur les épreuves de style. D'accord. Parce que à la fois les distances dans les lignes vont toujours être des distances un peu faciles, un peu fluides. La construction des obstacles va faire que le cheval devrait naturellement se reculer un petit peu de son obstacle. Donc on a à se concentrer sur la qualité du galop, la rectitude. Et après, le cheval a sa part de travail à faire dans le recul par rapport à la barre. Et donc moi, je les prépare principalement sur des épreuves de style et puis progressivement les emmener sur des épreuves d'équitation. Mais dans un premier temps sur les épreuves de style. D'accord. D'accord, ok. Et à l'inverse, des chevaux un petit peu d'âge, on dit souvent que le hunter, ça les préserve par rapport à du CSO. On a peut-être une durée de carrière qui peut s'allonger parce qu'on préserve un petit peu plus le cheval par rapport à des CSO où il faut tourner assez court, repartir assez vite. Mm. Est-ce que tu constates ça toi aussi sur la cavalerie? Oui, tout à fait, dans la mesure où on est à la fois dans la recherche, enfin on est beaucoup dans la recherche du relâchement. Donc à travers ce relâchement, normalement on a plus de fluidité dans tout ce qu'on va leur demander.
donc du coup physiquement moins difficile. Et puis comme il n'y a pas cette notion de vitesse, c'est vrai que je pense qu'on préserve plus les chevaux effectivement. Hmm. J'ai l'impression, moi d'où je suis, que la discipline se redéveloppe un peu là ces dernières années. Est-ce que tu sens ça et comment tu expliques du coup que ça devienne peut-être un petit peu plus populaire? Alors après, il faut dire que nous, on est en région parisienne, toi tu es dans les Mm, Hauts-de-France, mais du coup ouais. c'est peut-être une région particulièrement active, je me rends pas compte du reste de la France. Est-ce que tu ressens ça aussi et comment tu pourrais l'expliquer? Alors je trouve qu'effectivement le hunter actuellement se développe beaucoup. J'ai le souvenir, il y a donc une petite vingtaine d'années, une des régions phares, c'était quand même le Poitou-Charentes. Ah Et oui. puis là, après, il y a eu la Picardie, mais là, c'est vrai qu'actuellement, en Île-de-France, il y a une très très belle dynamique. Et puis à travers des beaux événements que met en place la fédération à travers Claude Lanchet, le printemps du style, l'événement du printemps du style, le NSE. euh, je trouve que c'est vraiment des beaux événements et un beau circuit par rapport au NSE et qui font Est-ce que que tu je peux trouve que préciser le NSE peut-être ce que c'est? le National Style Équitation, donc c'est un Mm. circuit composé de 7 étapes avec une finale à Équitalion sur des beaux terrains. C'est une compétition qui dure 2 jours, à chaque fois sur un week-end, et donc une finale à Mhm. Équitalion. Donc ça, c'est vraiment que ça a créé une très belle dynamique. Et puis, c'est vrai que chaque région met en place en général un circuit régional. Alors, moi, je vais de temps en temps en Île-de-France. Dans les Hauts-de-France, on en a un également, qui est peut-être un petit peu moins dynamique qu'en Île-de-France. Mais on voit de plus en plus de clubs venir sur la discipline, ou du moins s'en servir de plus en plus. Mm. Et chez les cavaliers, tu sens qu'il y a plus d'intérêt pour cette discipline, plus de motivation? Je trouve que les cavaliers, oui, enfin, je trouve qu'ils s'intéressent de plus en plus à la discipline, au fait du travail bien fait, de comprendre les choses, le côté peut-être un petit peu plus respectueux par rapport au cheval. Et puis, on fait aussi quand même beaucoup dans la formation des enseignants pour que les enseignants imprègnent un petit peu cette discipline et puissent l'enseigner ensuite à leurs cavaliers. Donc à Mm. travers tout ça, je trouve que ça amène une belle dynamique pour la discipline. Et comment tu verrais son avenir, alors son développement dans les années à venir? Parce que ce qui est intéressant de préciser, c'est que donc là, il y a une très belle dynamique, il y a plein de choses qui sont mises en place par la fédération, puis après au niveau régional. Mais on n'a toujours pas, par exemple, de circuit professionnel. Est-ce que c'est des choses que toi, tu imagines qui vont se développer à l'avenir? Est-ce que la discipline va encore plus se démocratiser, à ton avis? Je, je l'espère. Je pense qu'il y a des professionnels qui sont demandeurs. Je sais qu'il y a certainement un circuit, euh, on va dire, qui avait lieu il y a peut-être une vingtaine d'années. J'ai le souvenir d'avoir fait des épreuves à la boule avec des nations étrangères. Donc ça, je pense que euh, ça, ça- ça va, ça va certainement être euh, réorganisé dans les années à Mhm. venir. Et je l'espère parce que c'était des très beaux événements. J'ai pas, j'ai jamais été au Barp, mais par contre j'ai fait la boule et c'est vrai que c'est à la fois des superbes pistes et des beaux événements. Et est-ce que tu parlais de la formation des enseignants? Est-ce que pour toi, justement, développer la discipline, ça doit passer par finalement former davantage les enseignants à cette approche-là, qu'ils veuillent s'orienter ou pas après vers cette discipline en particulier, mais en tout cas, justement, comme on le disait, comme un outil pédagogique qu'ils ont à disposition? Bah, pour faire partie des formateurs, donc je forme les enseignants. Euh, je sais que chaque année, on leur fait
1 à 2 interventions sur vraiment la discipline du hunter, la connaissance de la discipline. Durant cette journée, ils montent aussi à cheval. Ils participent un petit peu entre eux à émettre des jugements sur les uns les autres. Donc on essaye vraiment de leur montrer un petit peu l'importance et l'intérêt de la discipline. Au niveau des certifications, il y a des épreuves de certification qui peuvent se rapprocher un petit peu de la discipline. Donc je pense que ça passe vraiment par effectivement former les enseignants pour ensuite ils puissent l'enseigner à leurs cavaliers. Mm. Ça paraît assez indispensable pour démocratiser l'approche de commencer par les enseignants finalement. Voilà. Et après stimuler peut-être l'intérêt des cavaliers eux-mêmes en parlant, en montrant tout ce qui est fait au niveau du hunter. Alors pour ceux qui ont envie de découvrir la discipline ou d'approfondir avec toi, comment ils peuvent faire? Ceux qui nous écoutent et qui se disent tiens, ça m'intéresse. Stéphanie, elle a l'air super. Comment je peux faire pour aller travailler avec elle? Alors, récemment, je suis passée d'un statut d'auto-entrepreneur j'ai ramené mes chevaux au pôle équestre compiègnois. Donc en fait j'ai intégré le pôle équestre compiègnois, donc c'est-à-dire que là je suis responsable technique et pédagogique du pôle équestre compiègnois, qui a été repris par monsieur François de Vulder. Donc en fait maintenant je suis complètement dédiée au pôle équestre, mais en fait à travers le Grand Parc, en fait, puisque le pôle équestre, il y a le pôle équestre, le Haras et le Grand Parc. Les trois entités sont maintenant liées les unes aux autres. Donc sur le site du Grand Parc, on organise très souvent des stages qui peuvent être des stages à la journée, mais aussi des stages à la semaine. Donc voilà, on peut me contacter et c'est avec grand plaisir, en plus d'utiliser le parc équestre, enfin le Grand Parc, qui est un lieu magique. Ouais. Qui est un lieu quand même assez chouette. Et pour les côtés professionnels, ceux qui souhaitent pareil découvrir et puis peut-être voire même approfondir leur connaissance de la discipline, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'il y a des formations spécifiques, des choses comme ça? Alors les formations, il y a des formations de cavaliers qui sont faites dans les différentes régions. Je pense que toutes les régions ont un peu leur mode de fonctionnement, mais nous on a des formations de cavaliers, des formations d'enseignants. Il y a maintenant le BFE Hunter qui est quand même vraiment une valeur ajoutée au diplôme d'enseignant, donc qui s'effectue sur entre 7, 8, 9 jours de formation, et qui permettent de vraiment connaître la discipline. Et puis surtout, voilà, c'est quand même une valeur ajoutée au diplôme. Et puis, il y a le DE qui commence à exister un petit peu, à émerger. Voilà, tout à fait. Je crois qu'il y en a un d'ailleurs en Île-de-France qui va être mis en place, ou qui est déjà peut-être... dans les tuyaux, je crois. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et puis, il y en a un au Haras d'Uzès. Dans le sud. Dans le sud. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup, Stéphanie, pour toutes ces informations. J'étais ravie d'échanger avec toi sur cette passion commune qu'est le hunter. Et puis, j'espère que ça fera des adeptes. Eh bien, j'espère aussi. C'est vraiment une belle discipline. Oui, c'est sûr. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. J'espère que la présentation de Stéphanie vous a permis de mieux comprendre ce qu'était vraiment le hunter et pourquoi, selon nous, il s'agit d'une approche qui a vraiment de l'avenir dans le monde de l'équitation. Que vous soyez cavalier ou professionnel, enseignant, si vous écoutez ce podcast, c'est probablement que vous vous placez dans une approche de respect du cheval et je ne peux donc que vous encourager, si ce n'est pas déjà le cas, à découvrir cette discipline si le travail à l'obstacle vous intéresse, quel que soit votre niveau, celui de votre cheval et même vos objectifs. Je vous mets pour ça plein de liens utiles en notes
pour vous aider à trouver des ressources. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je serai vraiment très contente d'y répondre. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, laissez-nous un petit commentaire et si vous êtes sur iTunes, pensez à cliquer sur les 5 étoiles, ça aide vraiment beaucoup. Dernière info, pour les adeptes de YouTube, vous pouvez désormais retrouver tous les épisodes d'Equidé sur cette plateforme. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Equidé, le podcast.